Quelle était donc cette drôle d'idée de finir l'année avec un film français, les rois du scénario inachevé, qui nous pondent des comédies musicales sans fougue et d'un banal. Pourquoi cette impression que les films français sont si nuls? Cette sensation quand je paye ma place qu'on m'enlève mon pull. Écrivez-moi la plus belle histoire d'amour que vous puissiez imaginer, et je me charge d'en faire un film. Joli Joli est un film réalisé par Diastème, le mec qui s'appelle comme un terme de dentisterie pour désigner les dents du bonheur. Un mec multicasquette puisqu'il est auteur, compositeur, écrivain, philosophe, photographe, scénariste, metteur en scène. Je vais m'arrêter là. Toutes les semaines, et puis ce truc il va commencer à me faire chier, toutes les semaines je consulte les sorties dans mon cinéma. Et je regarde les affiches et je vois cette affiche donc d'un film qui s'appelle Joli Joli. Je me dis effectivement cette affiche est Joli Joli. Je craque sur cette affiche en me disant je vais aller voir ce film. Je ne sais pas ce que c'est mais je vais aller le voir. Je regarde juste rapidement la fiche technique, je vois que c'est français et je vois qu'il y a Clara Luciani. Je n'avais pas reconnu, en voyant la petite image sur le site, que c'était Clara Luciani en blonde. Donc ça m'interpelle, premier rôle pour elle au cinéma, c'est une chanteuse que j'aime plutôt bien, c'est une nana que je vois dans des interviews, j'aime bien aussi ce qui se dégage d'elle, donc très curieux. Et puis donc cette affiche comme ça de Noël hein, qui donne envie. Et donc je n'en sais pas plus et je vais voir le film complètement à l'aveugle. Je suis donc le cul dans mon siège dans la salle, je commence à voir le générique et je vois chansons, chorégraphie et je me dis tiens, j'y ai pas pensé, mais vu qu'il y a Clara Luciani, serait-ce une comédie musicale? Et c'est une comédie musicale. Alors moi j'ai pas de problème avec ça, je sais que beaucoup de gens n'aiment pas les comédies musicales. Moi je suis plutôt bon public, j'aime pas tout en comédie musicale. Je trouve qu'il faut réussir à créer de vraies bonnes chansons qui restent, des vrais moments chorégraphiques. Pour moi, des bonnes comédies musicales, c'est Grease, c'est Rent, c'est Chantons sous la pluie, c'est La petite boutique des horreurs. Et même quand certaines comédies musicales n'ont pas forcément des chansons qui me restent en tête, comme La La Land, ce sont des films que j'ai beaucoup appréciés au moment où je les découvre. Et c'est des films qui me laissent admiratif, qui me donnent envie d'être à la place des personnages, des acteurs. J'ai envie de savoir danser et chanter comme eux, ça m'impressionne. Puis il y a des comédies musicales qui fonctionnent pas trop sur moi. Et puis il y a des comédies musicales cultes que j'ai appréciées, voir une fois, mais auxquelles j'accroche pas plus que ça, qui ne sont pas devenues cultes pour moi. Je pense à West Side Story par exemple. Par contre, j'ai un peu de mal avec les comédies musicales françaises. Souvent à cause du manque de qualité de chant des acteurs, qui ne sont pas des chanteurs. Et même des fois, on a des chanteurs, on se demande comment ils ont fait pour devenir chanteurs. Et si vous me demandez comme ça, là, spontanément, une bonne comédie musicale française, alors je vous entends déjà, Les Parapluies de Cherbourg. Tout le monde m'en parle, je ne l'ai toujours pas rattrapé. Il va falloir que je rattrape ça en 2025. Mais sinon, quand on me parle de comédie musicale, je pense à quelques films comme ça, mais que j'ai aimé, mais j'ai pas forcément surkiffé la partie musicale. Je pense au Bal des actrices, j'avais bien aimé le film, mais les chansons et les chorégraphies bof. Je pense à Alive, mais qui n'est pas une vraie comédie musicale, c'est plutôt un film sur un spectacle musical qui se monte, donc il y a des chansons, mais c'est pas ce côté comédie musicale où tout le monde se met à chanter et à danser en pleine réalité. Sinon, je pense à Is No Good. Tu vois, je suis désolé, moi, Is No Good, je trouvais ça sympa, c'était un conte, c'était plutôt bien, c'était plutôt fidèle comme adaptation, et puis comme c'était assez rythmé, ça passait plutôt pas mal. Et sinon, globalement, je trouve qu'il y a un problème de rythme dans les comédies musicales françaises. Et donc ici, on a une comédie musicale française qui se passe dans les années 70. Bon, même si j'ai pas vu Les Parapluies de Cherbourg, je vois quand même déjà les liens, le côté blond de Clara Luciani qui fait penser à Catherine Deneuve, les parapluies qui étaient déjà un clin d'œil à Chantons sous la pluie. Donc on est dans les années 70, des années 70 minimaliste, hein, puisque film français, mais ça passe, ça va. Après je suis pas sûr que l'élément années 70 était vraiment utile à cette trame. Bon, ça donne un petit côté un peu séduisant, une sorte de peut-être une poésie un peu fantasmée de ce qu'était cette époque. Et ça permet aussi 2-3 petites vannes pour faire des parallèles avec des choses de notre société moderne. Globalement, c'est pas ultra utile, mais c'est vrai que ça donne un petit charme, c'est assez plaisant. Et pour ce qui est du côté musical, c'est un peu ce que je redoutais. Il n'y a pas de chanson marquante du tout. Vous n'allez pas sortir de la séance avec un air en tête. Bon, après, bien sûr, on est tous différents. Peut-être que vous allez retenir certaines chansons. Moi, je trouve pas qu'il y a
entre guillemets un tube, ça me donne pas forcément envie d'avoir l'OST. Bon, je pense que je l'aurai si je tombe dessus parce qu'il y a quand même des chansons de Clara Luciani et elle c'est une chanteuse professionnelle, donc j'ai bien aimé ses chansons, même si là tout de suite je suis pas trop capable de vraiment la réentendre dans ma tête. Le truc que je redoutais, je m'en doutais, des chorégraphies non chorégraphiées, des chorégraphies hyper statiques. J'ai toujours l'impression, dans un film français, quand l'acteur n'est pas déjà danseur, que l'acteur n'a pas envie d'apprendre une chorégraphie ou fait le minimum syndical. Tiens, du coup, je pense vite fait à 8 femmes, qui étaient pas mal. Mais pareil, les chansons, certaines étaient assez moyennes. Il y avait des actrices qui chantaient mieux que d'autres. Donc très statique, on a l'impression que les acteurs se foulent pas trop à apprendre quelque chose, alors que les acteurs américains, bon déjà, souvent, ils sont formés à apprendre l'acting, plus la danse, plus le chant, etc. Et même quand ils ne le sont pas, on leur fait des mois de préparation pour que justement, ils explosent après à l'écran, qu'on se dise mais c'est pas possible, il est danseur, il est chanteur, c'est incroyable. J'ai jamais eu ce sentiment en France, jamais. Donc si vous avez des comédies musicales françaises qui dépotent, hein, n'hésitez pas. Et ce que je considère comme une bonne comédie musicale, hein, c'est vraiment des airs qui restent en tête et puis un vrai travail de chorégraphie. Hein. On est impressionné par le travail de danseur. Et donc là, bah, les rares petits moments où on se dit « Ah tiens, il y a des petits mouvements de danse sympas », c'est toujours la figure qui est derrière, qui est interprétée par des danseurs et des danseuses professionnelles. Mais pareil, on leur demande pas d'en faire trop. Et à mon avis, ça, c'est pour que l'acteur au premier plan ait pas l'air trop couillon, parce que lui, il fait pas grand-chose. Je pense par exemple à l'huissier, voilà, qui lui fait son discours d'huissier, et derrière, vous avez les danseurs et les danseuses qui sont en train de faire des mouvements d'épaule, tout ça. C'est plutôt sympa, mais il y a un contraste avec ce premier plan où lui, le personnage, ne fait pas grand-chose. Et c'est pareil à chaque fois avec tous les acteurs de premier plan qui ne sont pas des danseurs, et ça dans quasiment toutes les comédies musicales françaises que j'ai vues. Dès le début, je me suis douté, vous avez une pauvre chorégraphie avec 3 éboueurs là, qui tournent un petit peu avec leur poubelle pour essayer de vous donner l'illusion qu'il y a une chorégraphie alors qu'il n'y a rien. Même moi qui ne suis pas chorégraphe, j'ai organisé des chorégraphies de combat et parfois des petits mouvements de danse pour des clips et pour des courts-métrages. Je me compliquais la tâche. Et en plus, on devait apprendre ça en quelques heures avant de tourner, parce que voilà, c'était du tournage guérilla, hein, c'était de la série B. Mais on essayait de se décarcasser un petit peu, quitte à ce qu'il y ait des maladresses, mais qu'au moins on montre au public qu'on a essayé d'être généreux. Alors que là, il n'y a pas forcément de maladresse dans la chorégraphie, mais c'est tellement banal qu'il n'y a pas de raison d'être. Et du coup, la maladresse devient la chorégraphie en elle-même. Un autre détail con, mais à un moment, il y a une chanson de José Garcia, et derrière José Garcia, il y a un mec qui a déroulé une affiche avec Clara Luciani, enfin avec son personnage, et le mec, il reste statique derrière comme ça avec l'affiche tout du long. Et pendant qu'il chante, moi, je peux pas m'empêcher de me concentrer sur l'arrière-plan avec ce mec qui reste comme ça en me disant « Oh putain, il doit se faire chier le figurant ». Et c'est le genre de détail auquel il faut penser quand tu fais de la mise en scène, parce qu'en fait, tu sors le public de ce qui est en train de se passer, de ce qu'est en train de chanter José Garcia, parce que tu te dis « Putain, il y a un mec là derrière qui sert à rien, qui est comme ça, comme un con, et qui doit bien se faire chier comme ça, à rester dans cette position, il doit bien avoir mal au bras. » Alors, Clara Luciani, je vais rien avoir à lui reprocher. Elle chante bien, et ça, on le savait déjà. En tant qu'actrice, elle fait super bien le job. Alors on a l'impression qu'elle joue un petit peu Clara Luciani en fait. Alors, elle n'a pas forcément une énorme palette de jeux, c'est pas extrêmement nuancé, mais ça c'est par rapport au personnage qui lui est demandé. Mais ce qu'on lui demande d'interpréter, elle le fait bien, même si on lui demande d'interpréter un peu Clara Luciani, parce que c'est pas si facile que ça. Les gens ne se représentent pas, mais jouer le naturel, être soi, c'est déjà compliqué en termes de jeu. Parce qu'il y a des gens, vous allumez une caméra et vous leur dites qu'ils doivent prononcer tel texte et d'être naturels, d'un coup ils ne sont plus naturels, parce qu'ils savent déjà les mots qu'ils doivent prononcer, parce qu'ils ont la pression de ne pas bafouiller, etc., etc. Il y a plein de choses, donc même jouer quelque chose de naturel, c'est compliqué. Là, Clara Luciani, elle s'en sort très bien. Pour une première expérience d'actrice, elle est très bien. Il y a même un moment où elle se fait insulter et où en gros, elle serre les dents et on voit l'émotion dans ses yeux, on voit les larmes qui arrivent. Elle est très très bien sur cette scène. Pour les autres, il y a un petit souci, c'est que, alors, c'est pas mal chanté, mais on sent qu'ils font plutôt un exercice de chant. On sent que c'est pas des gens qui ont peut-être la passion de la chanson, de la musique depuis toujours, qui chantent tous les jours chez eux, qui ont déjà enregistré des choses. Tu sens que c'est un défi d'acteurs qui essaient de chanter correctement. Et ils chantent correctement.
mais il chante pas de manière transcendante. Après, c'est aussi dû aux chansons elles-mêmes. C'est pas, le texte est plutôt joli, la mélodie aussi, mais c'est pas hyper marquant. Je trouve que c'est des chansons qui sont jolies sur le coup, dans le cadre du film, mais t'as pas forcément envie d'écouter l'OST en dehors, à part les chansons de Clara Luciani. J'ai rattrapé une interview où José Garcia avait un petit peu peur d'être sérieux et de devoir chanter sérieusement. Il s'en sort bien. Franchement, il n'y a rien à dire. Voilà. On sent que c'est pas des chanteurs professionnels, mais c'est tout à fait correct. Il y a aucun acteur qui a à rougir de sa performance vocale. C'est juste que c'est pas monumental, c'est juste correct. Il y en a qui vont directement dire c'est de la merde parce qu'ils vont pas aimer ce style de chanson. Faut quand même voir que derrière les mecs, il y a quand même un boulot, il y a une pression, ils se mettent derrière un micro, ils essaient de poser correctement leur voix. Il y a un vrai travail accompli. Mais une fois de plus, c'est pas transcendant. Par contre, un détail dans une des chansons, et ça c'est pareil, c'est des petits détails qui sortent du truc, le héros se met à chanter Quand je t'ai vu à l'autre bout du bar. Ça marche pas. Parce qu'on a vu la rencontre et elle n'était pas à l'autre bout du bar, elle était collée à lui, elle était juste à côté de lui. C'est con, mais quand tu te loupes sur une chanson comme ça, sur une parole qui te réfère à un truc que tu viens juste de voir et que c'est pas juste, tu te dis mais vous avez écrit la chanson avant de décider de tourner de cette manière-là, il y a un couac. Alors après c'est peut-être juste une symbolique, mais même c'est maladroit. En tant que spectateur, tu peux pas t'empêcher de te dire bah non, elle n'était pas de l'autre côté du bar, elle était collée à ton épaule. D'ailleurs, je vous disais que Clara Luciani était très bien. Elle est tellement bien que c'est super dommage parce que je trouve qu'au final, elle n'est pas si présente que ça dans le film, alors que c'est elle qui est bien mise en avant sur l'affiche. J'aurais voulu la voir beaucoup plus. Et du coup, moi, j'ai pas eu d'infos sur le film et cette affiche ne me laissait pas présager que ça pouvait être un film choral. Et c'est un peu ça, hein. C'est plusieurs personnages. On va dire un peu à la Love Actually, bon là ils se croisent un petit peu plus, mais il y a ce côté, on suit plusieurs personnages, plusieurs histoires d'amour, et c'est peut-être un peu ça le problème, parce que je trouve que c'était Clara Luciani et l'acteur principal, hein, William Lapguil, qui devait être plus mis en avant, parce que bah, ce sont les héros, ça se sent, et que tous les autres sont un peu sont écrits pour ressembler à des personnages secondaires dont on n'a pas forcément envie de s'intéresser trop longuement. Et là, on va quand même passer pas mal de temps sur eux, trop de temps, et pas assez sur Clara Luciani. D'ailleurs, le personnage de William Lapguil dit à un moment à Clara Luciani tu as un sourire qui pourrait te tuer, et c'est vrai. À chaque fois, elle est vraiment cinégénique, elle est vraiment belle. À chaque fois qu'elle sourit, elle fait craquer, et elle passe vraiment bien à l'écran. Elle est vraiment jolie. Je pense que ça peut être vraiment une bonne chose de la revoir à l'avenir dans des films. Et tout ça, là, je suis assez positif parce que c'est à peu près les 20 premières minutes et après, ça va se dégrader. William Lapguil, il est bien, mais je trouve qu'il n'incarne pas son personnage, qui est plutôt dans la récitation. Alors, il récite bien. C'est souvent un truc que je reproche dans le cinéma français. J'ai l'impression que les acteurs ont appris leur texte et s'appliquent à le débiter correctement, ce qui est déjà un bon travail en soi. Et moi, ce que j'aime, c'est des acteurs qui incarnent leur personnage. Et ça, c'est quelque chose qu'on va beaucoup plus ressentir dans le cinéma américain, surtout dans les comédies musicales. Il y a des moments où il est un peu trop littéraire, il prononce vraiment bien chaque syllabe, et c'est des petits détails, mais qui font un petit peu sortir du truc, où on voit plus l'acteur que le personnage. Et c'est dommage, parce que c'est un mec qui est agréable à écouter, il a une bonne voix. Donc il est pas mal du tout. C'est juste 2-3 petits moments où c'est un peu dommage voilà, que le metteur en scène lui dise pas tiens là, fais une petite abréviation, fais une petite élision. Au lieu de dire tu es en retard, tu pourrais dire tu es en retard. Une fois de temps en temps, juste pour mettre une petite dose de naturel sur certaines phrases qui, à mon sens, sont un petit peu trop littéraires. Alors il est écrivain, donc on peut aussi justifier ça, mais il faut penser aussi aux spectateurs. Et de la part donc, de William, on sent qu'il y a une application, et du coup, bah, j'ai envie de saluer ses efforts qu'il fait, mais du coup on sent ce côté appliqué et on sent l'acteur qui s'applique et non pas le personnage qui ressent. Vincent de Dienne est très bien. J'ai pas pu m'empêcher tout le long du film de me dire que c'était le Vincent Cassel de Shaitan Wish, parce qu'il a vraiment des airs. Je dis Wish, hein, c'est pas pour dévaloriser ce qu'est Vincent de Dienne, hein, c'est juste que voilà, il arrive après le Cassel de Shaitan, chronologiquement. Grégoire lui dit que j'aurais tendance à dire que c'est le moins bon. Alors il y a personne qui est mauvais, mais c'est peut-être celui qui me donne l'impression le plus de réciter ses phrases, d'être celui qui incarne le moins son personnage. Je vois un petit peu plus le comique que le personnage.
Et pareil, on voit qu'il s'applique, mais il manque un petit truc. Bon, après voilà, là c'est pour pinailler, c'est vraiment pour rentrer dans les détails. Si vous rentrez dans le film, vous allez savourer ça très agréablement. C'est juste que moi, je me suis attardé sur plein de détails parce que je me suis très vite ennuyé, mais j'y reviens. Il y a Victor Belmondo, bon, il a qu'un petit rôle, donc le peu qu'il a à faire, bon, il est bien. Donc, voilà, on lui demande pas une performance incroyable, mais il fait tout à fait correctement son taf. On voit de qui il est le fils, hein, sur son visage, hein, ça se ressent. Laura Felpin, bon, bah, elle joue très bien. C'est juste que son personnage, je le trouve pas attachant. J'ai déjà vu des critiques à mon retour. Apparemment, tout le monde est en train de l'encenser, ce personnage. Moi, justement, c'est le personnage que j'aime le moins. Je vous expliquerai pourquoi. Je comprends même pas qu'on puisse s'attacher à elle, vu la situation. C'est une connasse. Et je me disais, c'est bizarre, j'ai une impression de déjà vu. Et effectivement, William Legbill, putain, il me fait chier son nom, hein, celui-là. Et Laura Felpin, je les ai vus il y a quelques mois dans le film Les Complices, où ils jouaient déjà ensemble. Et qui, pareil, encore un film français avec un potentiel gâché. Un sujet en or dans les mains et on n'en fait rien. Manque d'inspiration complet. José Garcia, bah c'est José Garcia, donc bah il est très bon. Moi, c'est un mec que j'aime bien en France. Je trouve que cet acteur a un talent inné, il a un charisme. Le problème, c'est que bah, justement, c'est un mec qui a du charisme et je trouve qu'il est très sous-exploité dans ce film. On a envie de le voir beaucoup plus, qu'on utilise beaucoup mieux ses talents. Et donc, quand je découvre le générique de début, on a des jolis panneaux comme ça avec les photos des acteurs et leurs noms qui s'affichent. Et je vois Alban Lenoir en tout dernier. Je me dis, tiens, il y a Alban Lenoir, cool. Sauf que là, ils ont fait ce truc que je déteste. Dans les films français ou dans les films américains, on te met dès le générique de début, on te met bien en valeur un acteur qui est là pour une guest. Et ça m'énerve, parce que ça te ruine la guest, et en plus, si jamais tu es content de voir cet acteur, bah en fait, tu l'attends, et en fait, quand tu vois le truc, tu te dis que c'est de la merde, parce qu'on te l'a survendu. S'ils voulaient le mettre dans un joli générique, parce qu'ils étaient contents de l'avoir eu parmi eux, il suffisait de le mettre à la fin. Là, le problème d'Alban Lenoir, il fait qu'une scène. C'est une guest, et je trouve ça nul de prévenir qu'il y a une guest d'Alban Lenoir. Comme pour, je vous cite un autre exemple, un truc que j'avais trouvé nul à chier. Quand j'avais été voir Dark Shadows au cinéma, le film de Tim Burton, vous avez le générique de début, et à un moment, c'est marqué « End Alice Cooper ». Je me suis dit « Génial, il y a Alice Cooper dans le film !» Et si vous avez vu Dark Shadows, bah vous savez qu'il ne fait qu'une guest, il est en train de chanter, il fait juste une guest à une fête, et il y a Johnny Depp qui le voit et qui fait une vanne, et puis c'est tout. C'est pas bien de faire ça. Vous devez faire votre film, vous ne l'annoncez pas, et au moment où ça nous tombe dessus, le spectateur reçoit ça comme un cadeau, et c'est génial. Par contre là, vous faites l'effet inverse d'un cadeau. Je ne comprends pas comment des metteurs en scène peuvent faire une bourde pareille. C'est débile et c'est nul. Oui, je sais, j'ai l'air en colère, mais je trouve ça tellement crétin. Et je vais saluer un truc qui a été fait, j'adore saluer, dans La Malédiction de Chucky. Ça va peut-être vous faire rire que je vous cite ce film, mais La Malédiction de Chucky, ils avaient été encore plus intelligents, parce que des fois, vous avez une scène post-générique avec une guest, et la guest est dans le générique. Donc vous le savez déjà avant d'arriver à la scène post-générique. Dans La Malédiction de Chucky, il y a une guest qui n'est pas annoncée. Quand vous avez la scène post-générique, vous voyez cette guest, et dès que la scène est finie, boum, il y a son nom en grand, avec la participation et le nom de l'acteur Alex Vincent. Et ça, c'était génial, c'est super intelligent, et ça montre que l'on pense aux spectateurs, bon, là, en particulier aux fans, aux geeks, puisque Chucky, c'est quand même une œuvre pour laquelle il y a un groupe de fans. Là, joli, il n'y a pas de groupe de fans, mais c'est pas grave, je trouve que chaque spectateur de chaque film se respecte, et on doit lui faire le cadeau de la guest et non pas lui survendre dès le départ. Et donc Alban Lenoir joue un journaliste, et comme ça se passe dans les années 70, un journaliste de TF1, il y a un petit détail sur la caméra, on voit le logo TF1 de l'époque, ça c'est assez sympa. Et le vrai problème, ça va être le scénar. C'est vraiment là que ça pêche à mort. Il n'y a aucun enjeu, aucun. Alors déjà, ça c'est compliqué. Mais admettons, ils ont voulu faire un film léger, joli, pourquoi pas? Mais il faudrait que le film soit joli, justement, que les histoires d'amour soient belles, qu'elles fassent rêver, ça va pas être le cas. Donc il n'y a pas d'enjeu, il n'y a pas de vrai méchant non plus. Il y a bien une nana qui fait un petit truc de connasse, mais après elle agit pas comme un méchant. Ensuite on a le personnage de José Garcia, qui est un peu le cliché du producteur qu'on imagine emmerder son actrice, etc. Mais jamais. Donc le film il est léger, mais pas dans le bon sens.
Et j'ai vu Clara Luciani, dans une interview que j'ai rattrapée, dire qu'elle avait voulu participer à un film qui serait pas trop cucul à praline. Bah pour moi, c'est raté, parce que justement, le fait qu'il n'y ait pas d'enjeu, c'est cucu. Il y a rien, il n'y a pas de... Il n'y a rien. C'est un peu coup de mou à Notting Hill. Je fais la comparaison parce que dedans, Clara Luciani est actrice et elle va tomber amoureuse, alors là, d'un écrivain. Bon, Hugh Grant était libraire, mais on reste quand même dans le monde du livre, et puis de quelqu'un d'assez simple qui rencontre cette grande célébrité. J'ai même pensé qu'ils allaient peut-être nous faire du Pretty Woman au début, parce que je connaissais pas du tout le pitch. Donc quand je vois Clara Luciani arriver avec cette perruque blonde, ce rouge à lèvres bien rouge, je me suis dit qu'elle est un peu grande comme ça, elle avait ce manteau. Ça me faisait un peu penser à Julia Roberts dans Pretty Woman, et je me suis dit, tiens, elle serait pas prostituée. Puis en fait, non, elle est actrice. C'est kiff-kiff. Je me suis dit qu'elle avait un peu un look de prostituée. Mais voilà, une jolie prostituée. Pas les prostituées de Porte de la Chapelle. Les personnages, ils sont trop passifs, et pour certains, j'ai même envie de dire qu'ils sont idiots. Parce qu'au lieu de se dire certaines choses qui pourraient absolument résoudre tous les problèmes, ils passent par une intermédiaire. Et d'où tu fais confiance à quelqu'un pour transmettre un message, pour communiquer avec la personne que tu es censé aimer. Ah! Alors évidemment, il n'y aurait pas de trame scénaristique, mais cette trame qui existe déjà, qui est surannée, qu'on a vue et revue, je la déteste. Cet élément dans un film où un personnage a quelque chose d'important à dire à un autre, il y a tout un enjeu pour son avenir, pour tout simplement vivre une belle histoire d'amour, et il se reporte à l'un de ses proches en lui disant tu peux transmettre ça de ma part, et après il apprend de la part de ce personnage, ah bah non, elle veut pas, il veut plus entendre parler de toi, et il croit tout sur parole. Ça m'énerve, je trouve ça d'une débilité absolue. Jamais, si mon meilleur ami venait à me dire voilà, ta copine, je viens de la rencontrer, tu la reverras plus, elle m'a dit elle veut plus te parler. S'il n'y a pas eu un vrai élément dans notre vie qui pourrait me faire comprendre pourquoi, je vais pas me contenter d'écouter mon pote faire ah merde, bon bah ok, ah bah mince, alors je vais être triste dans mon coin. Mais non, je vais aller contacter ma copine pour savoir. Ça me rend fou ce truc, et je trouve que c'est une débilité scénaristique, hein, peu importe le film, mais dans les films français c'est souvent hein, quand même. Et ce truc me rend dingue, je trouve que c'est une débilité scénaristique, une facilité. Personne fait ça. Et si vous faites ça, mais remettez-vous en question. Il y a beaucoup d'ellipses, le fait qu'à un moment donc William bosse sur un projet de film avec Clara Luciani mais ne la croise jamais. Le scénar qu'on lui demande d'écrire qui au final, ça sert à rien cette trame dans le film. Pareil, encore un détail de film français, comme ça, des fausses trames qui se dessinent et qui ne servent à rien. Alors que toi, en tant que spectateur, tu te dis, mais c'est évident, il va écrire un film pour elle, il va finir par la recroiser sur le tournage, alors qu'ils ont une sorte de petite mésentente comme ça, ça va permettre pour eux de se recroiser, peut-être d'avoir une animosité, puis de se comprendre à nouveau. Rien. À un moment, ils exploitent une fausse relation entre deux personnages, et on sait que l'un des deux personnages est gay, donc c'est une sorte de couverture, mais pareil, ça ne sert à rien. Il n'y a aucun moment où dans le scénar, on te dit qu'on a peut-être découvert qu'il était gay, que ça pourrait être mal vu pour sa carrière, donc non, ça tombe comme ça. C'est même pas justifié, il y a plein de choses qui sont ellipsées. Le film se traîne, c'est un chassé-croisé, limite vaudeville, mais alors rempli de clichés éculés. Ça n'a pas de panache, donc dans les clichés, on a ce producteur qui est amoureux de son actrice, mais elle est amoureuse de quelqu'un d'autre. On a ce réalisateur gay qui est amoureux de son acteur, la boniche, la femme invisible, qui est amoureux du héros. Et donc tout ça, c'est des clichés un petit peu saoulants, et je me disais, ouais, c'est un peu facile encore, c'est du déjà vu, mais je me suis dit, après tout, c'est pas grave, si c'est bien fait, ça peut passer, c'est pas bien fait. Parce que tout ce que je vous ai énuméré là, tous ces clichés, ne sont même pas exploités. Jamais le producteur essaie de faire des petits coups en vache, essaie de montrer sa jalousie envers l'actrice. On n'exploite même pas les bases, le minimum syndical de ce genre de clichés. Je comprends toujours pas comment les Français écrivent leurs scénarios. Je trouve que c'est toujours d'un creux dans les films comiques ou légers. Le coup de la boniche qui pourrait tomber amoureux du héros, et le héros qui pourrait craquer pour sa boniche. Ici, ça marche pas non plus. Tu ne vois absolument pas comment cette nana pourrait à un moment plaire à ce mec qui est tombé amoureux de Clara Luciani. Ça ne fonctionne pas. Si vous voulez faire un héros qui tombe amoureux d'une simple boniche, d'une simple assistante, ça a déjà été fait avec talent. Bon comeback avec Drew Barrymore et Hugh Grant, et puis plein d'autres films de ce genre. Là, ça fonctionne pas. À aucun moment, tu te dis que c'est possible qu'ils soient ensemble. Et je reviendrai sur un truc dans la partie spoiler, mais t'as pas envie.
que le héros soit avec elle. Elle ne véhicule rien qui peut laisser aller le spectateur dans le sens qu'il a la volonté de voir ça. On passe d'une relation à une autre, on sent jamais vraiment une flamme entre les personnages. Alors Clara et William, au début, oui, tu as une toute petite scène, alors tu sens pas forcément grand chose, mais tu te dis que la scène est plutôt chouette, hein, que ça commence bien. Et puis à un moment, tu as un flashback de ce qui s'est passé ce soir-là, et je me suis dit, c'est cool, ils vont peut-être faire plusieurs flashbacks. Mais non, juste un. Et ce flashback, c'est la meilleure scène, parce que c'est vraiment le moment où tu sens une complicité, où tu te dis, ah là, j'ai envie d'être dans cette soirée, à leur place, j'ai envie d'être le mec, et j'ai envie d'être face à cette Clara Luciani-là. J'ai oublié le nom des personnages, hein, désolé. J'ai envie d'être face à elle, elle fait sourire, l'interaction, les petites phrases qui s'envoient, c'est beau. Ce sera les deux seules belles scènes du film. Ce sera les deux seules scènes où vous allez un petit peu rêver. Alors si vous avez une âme romantique. Si vous n'aimez pas les comédies romantiques, ce film ne va tellement pas fonctionner sur vous. Et en plus, si vous n'aimez pas les comédies musicales, c'est mort. Et donc cette relation commence bien. On sent bien une petite osmose. On sent que l'écrivain est à nouveau inspiré. Il a trouvé une muse. On sent qu'il y a un amour. Et le reste du film gâche tellement cette relation que voilà, après ça c'est pas du vrai spoil, on sait où est censé aller un film, on se doute bien qu'ils sont censés se retrouver, et quand ils vont se retrouver, on sent pas les steaks. Des quiproquos éculés, puis cette histoire de messages non transmis, et on transmet de faux messages. Donc Clara et William, qui sont clairement les personnages les plus intéressants, au final on les voit, enfin lui on le voit, mais du coup on le voit sans elle, et c'est dommage parce que c'est les deux qu'on veut voir, et du coup des personnages qui ont tous les clichés de personnages secondaires, qui sont là trop mis en avant. Il y a des personnages, tu as l'impression tu les as jamais vus et d'un coup ils passent principaux, là comme ça, d'un coup tu sens qu'ils vont être importants dans l'histoire. Ils arrivent comme ça, genre l'infirmière. Dès le départ, tu la vois, boum, elle te chante une chanson, elle est au premier plan, tu te dis ok, alors elle est intégrée dans la bande, là ça y est, il va y avoir une histoire d'amour avec tel personnage, direct, mais il n'y a pas de prémisse, tu vois, tu n'as pas le temps de t'attacher un peu à elle, boum, on te l'impose. Tu as cette relation lesbienne, c'est à peine si on a fait attention à ces deux nanas, et là d'un coup il y a une relation importante entre ces deux nanas. Alors j'ai bien aimé, c'était mignon, elles étaient attachantes, toutes les deux sont assez jolies, du coup j'aurais voulu qu'on passe plus de temps sur les lesbiennes, avec plaisir, mais elles arrivent à nous faire ressentir un truc sur très très peu de temps de présence à l'écran, on ressent quelque chose. Mais voilà, là je fais la blague parce que voilà, deux jolies lesbiennes ensemble, c'est très beau à voir. Mais même émotionnellement, je dis, elles sont attachantes. T'as envie de les voir ensemble, t'as envie de les voir s'embrasser, se tenir dans les bras. Elles sont mignonnes comme tout ensemble. Mais c'est assez rapide. D'ailleurs, un truc qui m'a amusé, donc on passe au final assez peu de temps sur elle, et on passe beaucoup plus de temps sur la relation homosexuelle entre Grégoire et Vincent. Je suis désolé, je vous donne les noms des acteurs, j'ai complètement oublié les noms des personnages. Et en fait, ce qui est amusant, c'est que à un moment, quand ils s'embrassent, tu vois que c'est un baiser gêné. Vous savez, c'est bouche contre bouche comme ça, et genre, ils se pressent un peu l'un contre l'autre comme pour donner l'impression que le baiser est passionné. Alors pas du tout, tu vois juste deux acteurs qui ont posé leurs lèvres comme ça l'un sur l'autre parce qu'ils osent pas s'embrasser. C'est pas un beau baiser. Alors moi en tant qu'hétéro, j'ai pas spécialement envie de voir des mecs se rouler des pelles, et en même temps, en tant que spectateur qui veut rentrer dans une histoire, qui veut y croire et qui veut m'attacher au personnage, bah si, il fallait leur faire s'embrasser avec passion. Peut-être qu'en tant qu'hétéro, j'aurais eu ce petit réflexe de faire mais et en même temps, je serais vite rentré dedans en me disant ah bah ouais, mais bon, voilà, ils sont quand même mignons ensemble, tu vois, même si c'est pas un truc que je cherche, que j'attends, que voilà, j'aime bien aussi être un peu chamboulé en tant que spectateur, et en tout cas j'aime qu'on me fasse croire à ce qu'on me montre. Et là, je ne peux pas m'empêcher de voir un baiser entre deux acteurs qui n'ont pas trop envie de se donner. Par contre, les deux actrices, elles ont un baiser qui commence, alors qui est assez vite coupé, mais quand on voit comment elles commencent à s'embrasser en se bouffant les lèvres, tu te dis, putain, elles se sont investies. Et le baiser est beau, et le baiser te laisse rêveur. C'est comme ça qu'on embrasse quand on est passionné. Là, le baiser des deux mecs, c'est un baiser de t'es marié depuis 30 ans, et c'est une formalité, tu vois, en allant au boulot, tu vois, salut chérie, je t'aime, hop, le petit smack. Ça n'a aucune passion, alors qu'ils sont en début de relation, ils sont justement dans une passion. Et en face de ça, donc les deux actrices qui, elles, se donnent à fond, c'était très joli. J'aurais voulu que cette scène dure plus longtemps, et qu'on se contente pas du baiser même, hein. Ça aurait réveillé un petit peu le spectateur. J'ai rattrapé la bande-annonce en rentrant, et pareil, je trouve que la bande-annonce, elle est assez mensongère sur la dynamique. Le film est beaucoup plus soporifique que ça, hein. La bande-annonce, elle est plutôt motivante, et non, le film est ennuyeux. C'est pas une daube, mais c'est un film auquel je pourrais pas donner la moyenne à cause de la notion d'ennui. Moi, ce qui me fait mettre un film en dessous de la moyenne, c'est l'ennui.
peu importe les défauts techniques d'un film, il peut y avoir des grosses bourdes, s'il arrive à m'emporter un peu, à m'inspirer, à me vendre un peu de rêve, je mettrai toujours au moins la moyenne à un film. Par contre, quand je commence à ressentir une notion d'ennui, voilà, là je mettrais un point en dessous de la moyenne, je mettrais un 4 sur 10, parce que pour un potentiel gâché, et encore, on me dit toujours que je suis quand même très sympa, il y en a qui verraient ce potentiel gâché et qui mettraient directement 0. Moi j'essaie quand même de voir tout le travail qui est accompli derrière, mais ouais, je serais plutôt à du 3,5, 4 sur 10, parce que trop déçu, trop de bourdes. Et plus je vous parle, plus je me dis, en fait, j'ai presque envie de lui donner 3. Non, je lui donnerai 4 parce qu'il y a des performances, il y a un travail, on sent le travail, mais c'est inabouti. On voit qu'il y a un côté joli, ouais, le film porte bien son titre, mais c'est creux, c'est raté. Un truc qui est dommage aussi, il y a une ambiance de Noël sur cette affiche, et c'est vrai que quand on regarde cette partie à Noël, enfin au Nouvel An, il y a un côté un peu cocooning avec ces lumières, cette ambiance, les rues enneigées. Et le film, après, on va jusqu'en juillet et du coup, on se retrouve sur je ne sais plus quel... Je crois qu'on est à Rome. Il y a une ambiance un peu estivale et c'est dommage. Là, cette ambiance, elle est bizarrement pas aussi chaleureuse que l'ambiance hivernale. J'aurais vraiment voulu rester dans l'esprit des fêtes de fin d'année, alors que c'est pas forcément une période de l'année qui m'enchante plus que ça, mais là c'était agréable. J'aurais voulu que le film reste là-dessus. D'où ce qui aurait pu être sympa d'avoir des flashbacks comme ça récurrents de ce qui s'était passé cette nuit-là entre William et Clara. Dans la bande-annonce que j'ai rattrapée, et je trouve que ça spoil un peu trop de gags, genre à un moment le personnage, du coup si vous avez vu la bande-annonce, hein, je vous spoil pas, c'est dans la bande-annonce, le personnage qui saute dans la piscine, et en fait c'est une fausse piscine, donc en fait il marche sur l'eau. Ce gag de Grégoire Loudig qui dit je pourrais faire ça comme ça, puis il n'arrive pas à claquer des doigts, et t'as José Garcia à côté voilà, qui claque. Voilà, heureusement que j'ai pas vu la bande-annonce, je pense que le film m'aurait encore plus déçu. D'emblée, la bande-annonce, et du coup, vers le début du film, on a José Garcia qui apparaît et qui dit « Écrivez-moi la plus belle histoire d'amour et je la mets en scène ». Ça, c'est une énorme promesse envers le spectateur, et c'est pas du tout une promesse tenue. L'histoire d'amour n'est pas belle. On n'a que les 2 petites scènes du début, dans les 20 premières minutes de rencontre entre William et Clara qui sont jolies. Le reste n'est pas des belles histoires d'amour, c'est pas ouf. Bon, l'histoire avec les gays, ça passe, les 2 lesbiennes aussi, mais je pense à cette histoire d'amour principale. Et puis, voilà, le personnage de Laura Felpin, elle n'aide pas à faire en sorte que ces histoires soient belles. Au contraire, c'est elle qui gâche un peu tout ça, son personnage. Mais j'y reviendrai dans la partie spoiler. Du coup, José Garcia qui vient en demandant un scénario, cette trame ne sert à rien. Tu sais même pas si Clara Luciani, elle est au courant qu'il est dessus, qu'il travaille sur le scénario. À un moment, vers la fin du film, dans la conversation, il lui dit qu'il a écrit ce film, mais pas comme une révélation, comme ça, banalement, et c'est un truc qui est évoqué, et elle réagit pas. Tu sais pas si elle le sait depuis le début, tu sais même pas vraiment ce qu'il a écrit, tu sais pas il s'est servi de l'amour qu'il pouvait avoir pour elle, de ce côté muse pour écrire une jolie chose. On a l'impression que le tournage les font chier en plus, donc ça vend pas de rêve. Plus pareil à la fin, quand elle lui révèle un truc pour lui faire prendre conscience d'une de ses erreurs, ça tombe comme ça et il comprend tout de suite « Ah oui mince, oh, j'ai été bête ». On n'a pas envie d'être dans leur histoire d'amour, on n'a pas envie de vivre ce qu'ils vivent, c'est pas spécialement joli. On n'a pas envie d'être dans leur histoire d'amour, en tout cas à Clara et William, parce qu'au début oui, et puis après en fait on se dit bah non, putain je voudrais pas vivre ça, c'est nul. Mais j'ai trop de choses à dire, donc là on va décortiquer, on va rentrer dans la partie spoilers. Donc quand le film commence, voilà, William, hein, voilà, je l'appelle par son nom d'acteur, est écrivain, il a une panne d'inspiration, ça fait 3 ans qu'il n'a rien écrit, il est seul chez lui, on comprend que c'est les fêtes, gna gna gna. Il y a un petit truc sympa, il monte sur l'appui de fenêtre et il saute. Je lui dis « Ah, est-ce que... » Je me doutais qu'il n'allait pas mourir, mais je fais « Ah !» Et puis en fait, tu vois qu'il se relève, en fait, il y avait 1 mètre. Bon, le gag fonctionne, ça fait sourire. Puis tu vois qu'il s'en va, lui qui sort jamais de chez lui, pour les fêtes de fin d'année, il décide d'aller dans un bar. Et dans ce bar, donc, il rencontre cette femme seule qui va l'aborder, ce qui du coup fait encore plus prostituée. Donc ils se rencontrent. Ensuite, on passe à un personnage, celui de Laura Felpin, qui arrive dans l'appartement de ce mec, et elle voit Clara Luciani passer à poil. Alors je sais pas si c'est elle ou si c'est une doubleuse, parce que le moment où on la voit nue de dos, on voit pas son visage, donc il y a des coupes qui font qu'on n'a jamais sa nudité et son visage dans le même plan. Je sais pas si c'est elle ou pas, en tout cas c'est agréable de penser que c'est elle. C'est furtif, hein, vous n'aurez pas le temps de faire tomber la neige.
Et donc on comprend qu'elle vient de coucher avec le personnage de William, et elle se retourne et elle voit la bonne. Donc, mais pareil, c'est pas explicite que c'est la bonne à ce moment-là. Donc je trouve que c'est pas clair. Elle donne le numéro de téléphone à cette boniche pour lui remettre à lui, alors qu'elle aurait très bien pu lui laisser dans la chambre ou lui laisser sur la table. Bon, bref, elle lui fait confiance alors qu'elle la connaît pas. Donc, et puis elle se pose pas la question, est-ce que ça serait sa petite amie, sa femme? Bon, je sais pas, je trouvais qu'il y avait un truc qui passait pas à ce niveau-là aussi. Bon bref, nous après on finit par comprendre assez vite que c'est la bonne, mais surtout nous, je trouve en tant que spectateur, plutôt que le personnage de Clara. Et donc elle s'en va en lui laissant un numéro de téléphone. Un numéro de téléphone que cette nana ne va pas donner et se mettre dans la poche, parce que bah du coup apparemment elle aime bien son patron. Et donc là déjà, bah je l'aime pas. Je me dis, connasse, tu interfères dans cette jolie relation, et clairement t'as pas tes chances. Ça se voit, t'es invisible à ses yeux, je crois même qu'il la vouvoie au début du film. Donc il n'y a pas de relation, il n'y a pas de truc, et puis en tant que spectateur, tu tombes pas amoureux de Laura Felpin, tu tombes pas amoureux de son personnage. Tu te dis même pas que ça peut être cette fille un peu invisible, faussement tarte, qui à un moment va se révéler être une personne qui irradie et qui va séduire le héros, pas du tout. Bref, après ça, il y a des huissiers qui débarquent. Donc William n'a plus une thune, il vire sa bonne, en plus il la vire avec plutôt une certaine condescendance, donc tu vois vraiment qu'il n'a pas d'attachement pour elle. Donc tu comprends pas pourquoi elle s'accrocherait à lui, il a l'air de s'en battre les couilles, c'est complètement explicite. Elle s'en va, elle a le numéro de Clara, donc elle décide de l'appeler, mais alors ça c'est complètement ellipsé, on comprend qu'elle l'a appelée et qu'elle devient son assistante. Pendant ce temps-là, Garcia apparaît comme par magie en disant « Je veux que vous me pondiez un scénario. J'ai lu votre bouquin que vous avez écrit il y a 3 ans et je sais votre potentiel, vous pouvez m'écrire un scénario même si vous n'avez jamais écrit un scénario de cinéma. » Tu ne sais pas de quoi parlait le bouquin de William, donc c'est encore, on t'avait dit qu'il avait écrit une sublime histoire d'amour qui n'avait pas fonctionné, et puis qu'on te vantait les mérites de ce livre à travers le personnage de José Garcia qui dirait c'était sublime cette histoire d'amour, les gens n'ont pas compris, les gens ont peut-être perdu leur âme romantique, etc. Il y avait quelque chose à faire. Non. Donc là, il se retrouve engagé comme ça, et puis on lui propose un chèque tout de suite. Ce qui est marrant, c'est que 2 minutes avant dans le film, si tu étais arrivé 2 minutes avant, José Garcia, bah, tu lui évitais d'être saisi et qu'il n'ait plus rien chez lui. Et pareil, donc ce José Garcia, on comprend que bah, c'est un producteur et qu'il a fait tourner Clara Luciani et qu'il est amoureux de ce personnage. Et c'est ce que va comprendre du coup William. Sauf qu'à aucun moment, José Garcia n'est au courant qu'ils viennent de passer la nuit ensemble, qu'ils se connaissent, etc. Et donc le personnage de José Garcia se confie sur son amour pour elle, et c'est plutôt joli, ça fait même pas le producteur véreux qui veut juste la sauter, non, on voit qu'il a vraiment un coup de cœur pour elle, et donc c'est même pas une scène qui va nous laisser présager que c'est un méchant pour le moment, mais on se dit ça va peut-être venir, mais non. On verra après une scène où il arrive sur un tournage, il la voit embrasser un gay, il y a un quiproquo. Tu vois que bon, ça le rend pas jouasse, mais il n'est pas en train de manigancer un sale coup. Après, il fait un petit arrêt cardiaque, donc il se retrouve à l'hôpital et il fait la rencontre d'une infirmière. Donc résolution pour lui, parce que bah, au final, il trouve quand même quelqu'un. Dans la trame, on arrive vite au mois de juillet. Alors pareil, du coup, tu te dis, ils se sont rencontrés en décembre, on est déjà en juillet. Ils ont passé 7 mois sans se parler alors qu'ils avaient envie de se revoir. Ça, c'est dit quand même dans le film, ils avaient envie de se revoir. Et à chaque fois, ils passent par cette connasse de Laura Felpin. Alors, c'est pas l'actrice que je traite de connasse, c'est son personnage qui fait l'intermédiaire et qui leur transmet à chacun, non, il veut plus te parler. Ah! Donc pareil, lui c'est le scénariste, et jamais il est sur le plateau, on le voit tout le temps chez lui, on sent vraiment que les deux personnages sont séparés, on n'a pas cette impression qu'ils travaillent sur un projet commun. Tu sais pas si lui, il a demandé spécialement au producteur de ne jamais être sur le plateau, rien. Et quand le personnage de William va enfin se retrouver face à Clara, il lui chante une chanson où il lui parle de son cul de chienne et que c'est une actrice / une pute. Alors moi je suis pas contre un texte un petit peu comme ça, un petit peu violent, je me suis même dit c'est bien, ça me réveille un peu, sauf que c'est pas approprié ici. Si encore ils avaient créé un quiproquo auparavant qui pourrait justifier une telle réaction, mais là non, le mec en gros, si vous vous mettez à sa place, il est seul le soir du Nouvel An, il tombe sur une bombe, il passe la nuit avec elle, il passe une superbe bonne nuit, elle l'inspire à écrire à nouveau, elle lui sert de muse, sauf que voilà, elle lui a pas donné de nouvelles, elle l'a pas rappelé. Bon, tu peux être déçu, mais de quel droit tu penserais que c'est une chienne, une pute, machin, alors que bah, là je crois qu'on est en juillet déjà quand il lui dit tout ça. Pourquoi t'as pas pensé ça dès le lendemain du coup? Tu vois, vu qu'elle t'a entre guillemets abandonné. Et en fait, c'est parce qu'il montre le journal en disant ouais, je vois que t'es avec un autre gars, donc c'est une fausse relation avec le gay. Sauf que bah, ça fait 7 mois qu'ils sont passés, et ça fait 7 mois que vous croyez que vous voulez pas vous parler l'un à l'autre. Donc elle a le droit de faire sa vie.
D'où tu la traites de chienne? Il n'y a même pas un truc qui nous fait croire qu'elle pourrait avoir plusieurs relations ici et là en même temps. Enfin, il n'y a pas de raison, c'est tellement gratuit que lui, à ce moment-là, le personnage de William, je le déteste. Clara, elle, est touchante, du coup, parce qu'elle prend ça dans la gueule. C'est cette scène où, justement, elle a les yeux qui s'imbibent de larmes. Mais à ce moment-là, je n'ai plus envie qu'il soit avec elle. Pour moi, il ne la mérite plus, tellement il se conduit connement. Je dis pas que ça se comprend pas que certains mecs ou femmes puissent comme ça péter un plomb parce qu'ils se sont fait un film dans leur tête. Mais le problème, c'est que toi, en tant que spectateur, du coup, à ce moment-là, le personnage, il t'écœure. Parce que toi, tu as toutes les informations et tu peux pas l'apprécier. Après tout ça, il rentre chez lui, et donc cette fameuse boniche, Laura Felpin, qui était sur le plateau depuis des mois, donc on l'a même pas vue depuis qu'elle a été licenciée, on l'a pas revue avec lui, on n'a pas vu une nouvelle complicité s'installer, tout ce qu'on sait c'est qu'il se passe 2-3 coups de fil, parce qu'il voudrait qu'elle passe le message à Clara, qui veut la revoir, et elle lui dit non, elle veut pas. On n'a rien vu germer entre eux, et il rentre, elle est là, et fait « Ah, pour la première fois, je te vois », et ils se mettent ensemble. What the fuck? C'est pas crédible. Comment tu peux être attiré par ce personnage? Il est rien pour toi. Et en plus, on vient juste de la voir flirter avec le personnage de Belmondo. Donc, elle, tu te dis, mais qu'est-ce que tu fais? Tu viens de rencontrer un gars génial qui te fait oublier ce héros qui s'en fout de toi. Ce héros, bon, lui, il n'est pas au courant qu'il y a un mec dans ta vie. Et du coup, vous sortez ensemble. Donc, tu sors plus ou moins avec les deux en même temps. Ça rajoute une couche de connasserie à ce personnage. Mais lui, t'as pas conscience du tout de pourquoi d'un coup il s'intéresse à elle. Elle n'a pas un charme particulier, elle a rien. C'est la connasse de service qui n'a pas remis le numéro. C'est la nana qui après sert d'assistante. On ne dépeint rien d'elle qui puisse nous charmer. Je dis pas qu'elle est totalement détestable. Elle a surtout commis une grosse erreur. Après, on la voit pas faire des coups de pute ou quoi que ce soit. C'est pas une saloperie. Mais il n'y a rien non plus qui permet de s'attacher à elle, parce que du coup on reste sur ce truc principal qu'elle a fait, c'est-à-dire désunir les deux héros. Donc je trouve pas ça crédible qu'il s'intéresse à elle. Et puis ensuite elle fait une grosse bourde professionnelle, et c'est marrant parce que normalement dans un film, surtout les films américains, on est habitué que au moment où un personnage a enfin le bonheur, tout s'imbrique un peu dans sa vie, tout commence à aller bien. Et ça c'est souvent pour tout le monde. Quand on a enfin résolu un manque qu'on a dans la vie, notamment à travers l'amour, on arrive à s'épanouir, à être plus soi-même, on se concentre mieux sur les choses, tout va mieux. Et là, en fait, elle fait quand même une grosse bourde, ce qui du coup nous fait nous dire que cette relation dans sa vie ne sert à rien, ça ne l'aide même pas à évoluer. Et donc, suite à cette bourde, elle chante une chanson où elle dit « Je suis bonne à rien, je suis bonne à rien, je suis juste bonne à être bonne ». Toi, là, en tant que spectateur, tu te dis « Bah non, même pas. Parce que je suis désolé, être bonne, c'est pas un terme qui va à Laura Felpin. Émilie Ratajkowski, elle est bonne. Pas Laura Felpin. Et si encore, au niveau de la mise en scène, on nous avait fait en sorte que le personnage, on nous fait comprendre qu'elle a peut-être un petit côté un petit peu nympho, qu'elle se donne facilement, qu'elle est beaucoup dans la séduction, on aurait pu comprendre pourquoi elle s'auto-qualifiait de bonne. Là, ça fait juste prétentieux. Tu te dis, mais t'as des pots de saucisson devant les yeux ou quoi? D'où tu t'auto-proclames bonne? Du coup, ça te sort aussi du truc. Mais non! En plus, t'es en comparaison avec Clara Luciani qui est là en côté femme fatale. Toi, t'es la petite voisine de palier là, qui fait le ménage, la petite nana un peu rondelette. Et c'est pas le fait que tu sois dans ce stéréotype-là qui t'enlève forcément du charme, encore que voilà, le cinéma, c'est un langage et qui représente ce qui plaît ou non aux gens. On sait que ce stéréotype de femme, c'est pas la femme qui plaît en priorité. Mais tu aurais pu avoir l'intelligence d'écrire un personnage qui aurait été très sexy, très sexualisé, quelqu'un qui aurait une sorte de sexualité exacerbée, un sex appeal, quelque chose. C'est quelque chose qui pouvait se travailler et être crédible. C'est pas le cas ici, jamais. Juste après ça, William la voit vite fait avec Belmondo et il se rend compte qu'il y a une complicité entre les deux. Donc il va voir Belmondo, puis il va voir sa nana, voir Laura Felpin et il lui dit écoute, je te quitte, on s'aime pas, et puis bah, va retrouver ton gars. Elle est super contente, elle lui saute au cou et puis elle va retrouver l'autre gars. Et lui, du coup, il va dans une autre pièce et boum, il tombe sur Clara et Clara lui sourit, ils discutent un peu et ils se mettent ensemble. Mais à quel moment on a vu que il avait été expliqué à Clara que les messages avaient été peut-être interceptés, etc. Tu vois à un moment que Laura Felpin s'en veut et elle la prend dans ses bras.
Donc peut-être que c'est juste après ça, lui a expliqué, mais c'est complètement ellipsé, ça marche pas. Et puis quand même, à cause d'un quiproquo, le mec il t'a quand même traité de cul de chienne, d'actrice prostituée, machin. Il a quand même, c'était quand même assez corsé, et tu lui pardonnes comme ça, tu lui souris et vous êtes ensemble. Sauf qu'au moment où vous vous mettez ensemble, là, il n'y a plus d'osmose entre vous. Moi, en tant que spectateur, je ressens plus rien. Je ne sais pas ce que vous avez retrouvé là, pratiquement au bout d'un an. Parce que quand le film se termine, on est à nouveau en période hivernale. Ça fait presque un an que vous n'êtes pas vus et il y a encore ce truc entre vous. Moi, je veux bien, hein, mais c'est pas crédible. Et on a une fin un peu à la Rent avec tous les personnages comme ça qui sont alignés dans un théâtre. Voilà. Ce film me fout un peu en colère par son gâchis. Parce qu'il y avait vraiment de jolies choses, le même casting, même l'acting, les chansons, même si je dis que c'est pas parfait sur certains trucs. Si le film avait eu plus d'envolée comme ça, si on s'était investi dans l'écriture, si on avait rendu les choses crédibles, ça aurait pu être un très bon moment. Moi, je suis très friand des comédies romantiques. Et là, ça ne marche pas sur moi. À part cette fameuse scène que je vous disais dans le bar, avec le fameux sourire de Clara Luciani qui pourrait tuer un homme, et c'est vrai que ouais. Cette scène est super mignonne, cette scène est géniale. Tu regrettes que tout le film ne soit pas écrit comme ça. Après, la scène aussi avec les deux lesbiennes qui se rendent compte qu'elles sont attirées l'une par l'autre, c'est mignon, mais c'est pareil, c'est tellement rapide, on fait pas durer le plaisir. Donc l'histoire d'amour Clara-William, elle commence bien, et après on s'en torche le cul. Les gays, c'est sympa, mais c'est un peu cliché, il n'y a rien de surprenant à cette histoire, et je trouve qu'on passe un petit peu trop de temps dessus. La bonne, Laura Felpin et William, nul. En plus, on les voit jamais partager un moment intime ensemble, donc on ne sait pas ce qu'ils foutent ensemble, on ne sait pas si ça se passe bien, s'ils ont une petite alchimie, rien du tout. Les lesbiennes, donc c'était chouette, mais voilà, trop court à mon goût. L'histoire entre Clara et le gay, c'est pas utile en fait dans la narration, ça sert pas à grand chose, donc l'infirmière et Garcia, bon bah pareil, on voit pas trop la naissance du truc, ça aussi c'est ellipsé, quoi. On voit qu'elle, elle est attirée, elle profite de lui pendant qu'il est sous médoc et tout, dans une sorte, pas de coma, mais voilà, de sommeil. Ça fait un peu violeuse, mais du coup il y a quand même un truc un peu marrant comme ça, parce qu'après on les retrouve, ils sont tous les deux sous morphine, tu sais même pas s'ils s'aiment vraiment, mais comme ils sont sous morphine et tout ça, ils sont en train de triper ensemble, c'est plutôt amusant. Mais limite, j'aurais aimé qu'ils exagèrent le truc, qu'ils aillent encore plus loin dans le gag, parce qu'on se faisait tellement chier dans le film. Donc c'est marrant, mais c'est une histoire d'amour qui est très secondaire, donc bon. L'histoire d'amour producteur-actrice, hein, donc Garcia, Clara, on les voit jamais ensemble partager quelque chose. Bon, elle dit que ça fait longtemps qu'elle lui a dit que c'était fini, mais qu'il comprenait pas. Mais on voit jamais de scène comme ça où il vient vers elle, où il lui dit un mot tendre, un truc. On les voit jamais jouer quelque chose qui montre qu'ils ont eu une relation. Et puis la bonne et le technicien, oui, c'était gentillet, comme ça tombait un petit peu comme ça, pareil, hein, le personnage qui arrive et d'un coup, il va être le copain de Laura Felpin, il tombe un peu comme ça, exactement comme l'infirmière. Oh, tu te dis ça passe, mais pareil, on t'approfondit pas assez le truc pour avoir le temps de t'attacher. Clairement, ce film, il vend pas du rêve. Par rapport aux années 70, il y a quelques vannes. Bon, à un moment, il y a Laura Felpin qui pète un plomb en disant « Un jour, nous les femmes, on va ouvrir notre gueule ». Allusion à tout ce qui se passe aujourd'hui. Bon, tu te dis ça va, c'est amusant. Ils insistent peut-être un peu trop sur le gag. T'as un gag comme quoi, voilà, t'as Alban Lenoir qui dit bah téléphone-leur ou un truc comme ça. Il fait bah comme si j'avais un téléphone sur moi, puis il mime le truc, genre, tu sais, genre je sortirais un téléphone de ma veste. Bon, un peu facile, mais bon, ça fait sourire. Au final, l'allusion, le parallèle avec notre époque qui m'a le plus amusé, c'est quand à un moment les gays et lesbiennes se mettent à chanter et à dire que les choses avanceront, d'ici 10 ans, ils pourront s'embrasser en public. Et je me dis, si vous saviez comme vous aviez tort, c'est pas 10 ans que ça va mettre, c'est 30 ans. Il y a un côté un petit peu plus dramatique du coup dans cette allusion que j'ai bien aimé. Il y a presque un peu de mélancolie. Donc voilà pour mon retour sur ce film. Je ne pensais pas que j'aurais autant de choses à dire sur ce film. Je me suis dit, voir un petit film français léger et agréable. Je vais vous dire que c'est agréable, allez le voir et tout. Et en fait, non, je ne veux pas spécialement vous le conseiller. Et ça m'emmerde de vous dire ça parce que les acteurs sont pas mal. Et puis j'adore Clara Luciani. Et je vois quand même qu'il y a un travail, qu'ils ont voulu faire un truc de joli, mais l'écriture ne fonctionne pas sur la construction des personnages et des situations. Donc prochainement, peut-être ma première vidéo de l'année 2025, ce sera en tout cas l'une des premières, mon top et mon flop de tous les films que j'ai vus au cinéma cette année.
Il est fort probable, il faut que je reconsulte ma liste, mais il est fort probable que ce film arrive en dernière position. Vous verrez ça très bientôt. En attendant, voilà, si vous connaissez bien ce que fait le cinéma français et que ça vous plaît, allez le voir. Si vous aimez Clara Luciani, allez le voir. Et si, comme moi, vous n'êtes pas très friand du cinéma français, que vous trouvez que les scénars sont assez creux, qu'il y a beaucoup de potentiel gâché, eh bien ce film ne sera pas différent de ce que produit la France habituellement. Et c'est dommage parce que j'aurais voulu avoir tort, j'aurais voulu prendre une petite claque, et non. Au final, ce dont je suis le plus fan, c'est l'affiche. Et les fesses aperçues furtivement de Clara Luciani. Je sais que je vous fais saigner des oreilles, mais au moins moi je vous ai pas demandé d'oseille. Cela dit, j'accepte toute forme de soudoiement pour que je ferme ma gueule. Je te le dis si tu as du flouze à boule, sinon j'entame tout le répertoire de Joule.